Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. T'es en forme? Ah, absolument, absolument. Bon, Bertrand, Oui. on va parler aujourd'hui d'amis et d'associés. C'est toujours bon d'avoir des amis, c'est toujours bon d'avoir des associés. Oui. Quel est le lien avec le potager? Eh bien, on va parler de compagnonnage, on va parler d'association au jardin. Un petit sujet controversé aujourd'hui. Ah oui, ça fait du bien. Oui, ça fait Brasser du les bien. neurones. Ben oui, parce que le compagnonnage, ça a été très longtemps utilisé par les maraîchers. L'agriculture moderne a bien sûr dénigré le processus. Avec Ce qu'on faisait depuis ce qu'on faisait. extrêmement On a eu quelques longtemps. chroniqueurs cyniques aussi qui l'ont dénigré. Ça existe, des chroniqueurs cyniques? Ça existe. On reconnaît aujourd'hui donc tous les bienfaits du compagnonnage et aujourd'hui même on s'assoit sur des études bien faites et bien montrées pour démontrer que ça fonctionne. Les fameuses données scientifiques. Oui, les C'est données ça. scientifiques. Alors, les associations, pour s'en faire une idée plus juste, tu nous expliques ça avec une simplicité et une limpidité comme d'habitude. Comme on essaie comme d'habitude. Donc, ça réunit des types de légumes, de fines herbes et de fleurs comestibles. C'est important de le rajouter. Que ça? Oui. Que ça? Légumes, fines herbes, fleurs comestibles, afin que les bénéfices que certaines capacités répulsives, attractives, contributives et protectrices des autres. Donc, finalement, tout le monde va s'entraider. C'est finalement du compagnonnage. Ça s'entraide, ça se parle entre eux, entre guillemets, là. Bon, de manière répulsive, attractive, contributive ou protectrice. On va y revenir. Donc, c'est une pratique ancestrale qui est basée sur l'observation, qui est de plus en plus donc reprise par les scientifiques, les recherches scientifiques. On va en reparler. Alors, pour s'en faire une idée plus juste, tu dis répulsif, attractif, mais quand est-ce que ça a commencé, cette pratique-là? Ben, on pense que ça a commencé depuis des siècles. On n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais on sait aussi, au minimum que les Aztèques ont été les premiers à faire un compagnonnage. On parle là des 3 sœurs, le maïs, le haricot et la courge. Que les Autochtones utilisaient ici. Oui, les Autochtones Oui. utilisaient. C'est parti d'Amérique du Sud en remontant, parce que le maïs était en Amérique du Sud, les courges aussi. Donc, en Amérique centrale du Sud, c'est remonté. Et la version la plus aboutie qu'on connaisse, là, vraiment de manière assez claire, c'est au 13e siècle. Donc, c'est comme pas tout à fait nouveau. Et dans les pays tempérés, eh ben, les gens qui habitaient dans ces coins-là ont remarqué l'association des graminées et des légumineuses dans les prairies naturelles. Donc, c'est cette vision-là qu'on a aussi. Et c'est drôle parce que la combinaison des deux donne toutes les protéines dont l'être humain a besoin. Absolument. C'est bizarre, hein? Une coïncidence, comme si le savoir était qu'aujourd'hui. C'est ça. Que contemporain. C'est ça. Est-ce qu'il existe des études fiables sur les associations Il en de légumes, existe par exemple? Plusieurs dizaines d'études. Contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, il existe plusieurs dizaines d'études et elles ont été réalisées par des centres de recherche et publiées à travers le monde. Sauf qu'il y a une particularité, c'est que c'est principalement dans les pays émergents, puis rarement en Europe et en Amérique du Nord, où on sait que l'agriculture moderne, l'agriculture qu'on appelle aussi chimique, l'agriculture, la grande agriculture, le dénigrait. Donc, il y a peu de chercheurs qui se sont intéressés à la question. On considère qu'il y a une centaine d'associations qui ont été testées, ce qui est quand même pas mal, et que les résultats sont variables, allant d'une faible à une très forte augmentation de la productivité. On parle de 1% d'augmentation de la productivité
jusqu'à 120 d'augmentation dans certains cas. Oui, OK. Donc, ça peut être significatif. Et donc, il y a toute une... excusez l'expression, tout un range, là, un un éventail de résultats, donc des conditions et tout ça, donc des études bien menées. On se réfère beaucoup au Québec dans une étude faite au niveau au Louis Prince-Édouard, je pense. Et en réalité, quand on lit, même la chercheure dit qu'elle n'a pas fait les choses comme il faut. Donc, je ne sais pas pourquoi on se fie à ça. Là. Bon. Alors, les associations avec les plantes comestibles, est-ce que ça peut permettre, parce que ça, c'est la grande question, d'éradiquer les insectes ravageurs puis de débarrasser des maladies? Non. La réponse, elle est non. Okay. Parce que souvent, c'est l'argument qui est donné. En mode curatif, ça a des effets assez réduits. Et en mode préventif, on va avoir une réduction des dégâts. On ne se débarrassera pas, on n'éradiquera pas les insectes, puis on ne se débarrassera pas des maladies. Donc, on va réduire les impacts, okay? Réduire les dégâts. Puis c'est plus ou moins significatif selon la plante utilisée, puis la pratique culturale. Donc, c'est pas à dire, on met deux plantes ensemble, il y a un effet, puis ça marche. Non. C'est un ensemble de données et comme de plus en plus, là, c'est un peu le problème qu'on a avec, avec les chroniqueurs cyniques, là, c'est qu'ils essayent de nous donner toujours la solution. Et il n'y a pas deux solutions, c'est un ensemble de facteurs et un ensemble de solutions. Donc, c'est un moyen de contrôle, mais pas un moyen de lutte. OK. Alors, plus préventif et puis tu observes. C'est ça. Bon. Et ça aussi, et c'est drôle, nombreux autres bienfaits. Et c'est drôle, hein? C'est comme en médecine. Absolument. C'est comme observation, test, observation. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, si on revient là aux associations, le bienfait le plus important, parce que tantôt tu as mis des bémols, tu as dit non, on ne peut pas, mais... Le bienfait le plus important, oui. C'est l'augmentation de la biodiversité. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. L'élimination de la monoculture. Hein? Déjà en partant, si on évite la monoculture, la polyculture, on sait que c'est beaucoup moins problématique. Pourquoi? Parce que si vous avez un immense terrain avec juste des tomates, puis il y a un insecte de la tomate qui rentre, il va juste manger toutes les tomates. Mais si vous avez des tomates, des concombres, des poivrons, n'importe quoi, toutes sortes de plantes, comme les insectes sont la plupart du temps spécifiques et les maladies aussi, vous augmentez votre biodiversité, vous diminuez alors votre risque. Tu sauves quelque chose dans ton potager quand tu as une diversité. C'est ça. La biodiversité, ça permet aussi de réduire le temps consacré à plusieurs interventions. Donc, c'est vraiment l'avantage principal, c'est l'augmentation de la biodiversité. Alors, les objectifs qu'on peut atteindre avec les associations. Alors, le contrôle chimique partiel, et je répète bien partiel, des insectes ravageurs et des maladies. La création d'habitats bénéfiques pour les insectes prédateurs, donc les insectes bénéfiques, ceux qui vont venir pirater nos insectes ravageurs, hein, donc c'est ce côté-là. L'implantation d'interrelations physiques, donc et là, création... tu dis interrelations physiques, c'est quasiment de la mécanique. Oui, c'est de la mécanique. Oui. L'ombre. Oui. Donc, par exemple, si on veut, on pourrait placer des laitues à l'ombre des maïs en été parce qu'on sait que les laitues n'aiment pas trop la grande chaleur. La protection contre le vent, la même chose. L'installation de barrières physiques. Par exemple, si vous prenez des choux et qu'à l'intérieur entre les choux, vous mettez des cosmos,
Mais les feuilles de chou, c'est les grosses feuilles, puis les feuilles de cosmos, c'est les petites feuilles. La pyrite du chou, quand elle arrive, elle est perdue parce qu'elle cherche des grosses feuilles, puis elle se trouve avec des petites feuilles. Fait qu'elle est complètement... s'en va ailleurs. Tu les dupes. Et puis la mise en place de plantes pièges. Bon, alors, les plantes pièges, ça, Plantes pièges, ça, elles les attirent. C'est des plantes pièges, une plante que vous placez, OK? Et vous allez la sacrifier. On les appelle ça aussi des plantes de sacrifice. Par exemple, vous allez aller chercher comment dire, une laitue. Vous laissez une laitue, vous la sacrifiez, puis les limaces vont toutes aller sur la laitue, mais elles n'iront pas sur les autres plantes. Okay? Bon, alors la plante Donc, sacrifice, j'aime bien ça. Okay. Puis il y a des effets bénéfiques au niveau du sol. Par exemple, les fabacées, donc les haricots et tout ça, ça ajoute de l'azote qui sera utilisé ultérieurement par la plante. Les plantes à enracinement superficiel côtoient celles en enracinement plus profond. Donc, il y en a qui vont aller chercher des éléments nutritifs dans la partie supérieure, puis d'autres dans la partie inférieure. La gestion optimale de l'eau aussi. Hein, on va, à cause les racines vont aller chercher dans la partie supérieure puis dans la partie inférieure l'eau. Et puis aussi, on va se permettre une meilleure organisation de l'espace. Alors, quand tu parles des racines, il faut savoir un petit peu comment elles fonctionnent. C'est-à-dire, il y a des plantes qui ont des racines beaucoup plus profondes. Oui. Alors, aurais-tu un exemple? Oui, en général, plus une plante est haute, plus ses racines sont profondes, et plus une plante est basse, plus ses racines sont courtes. Bon. Donc, si vous mettez un plant de tomate avec une laitue, ben, la laitue va prendre la partie supérieure du sol, puis le plant de tomate, il va descendre dans le sol plus profond. Donc, je vous donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres, là. En général, c'est ça. Puis, est-ce que c'est... Bon, certaines associations sont-elles nocives? Tu sais, on peut se poser la question. Oui, effectivement, il y a certaines associations qu'il ne faut pas faire. Par exemple, des plantes hautes qui font de l'ombre à des plantes du soleil. Hein? Ça peut être un avantage dans certains cas, mais quand on organise son potager, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Donc, il faut savoir à quelle hauteur va arriver ton plant. C'est ça. Parce que tu peux te faire jouer un tour en début de saison parce que les plants sont petits, mais il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et est mal placé. Puis vous avez des variétés courtes. Par exemple, dans le poivron, vous avez des nouvelles variétés très petites là, qui font, mettons, 30-40 cm de haut, puis vous avez des variétés qui font jusqu'à 1 mètre de haut. Donc, il faut connaître les variétés. Les racines aussi, qui sécrètent des composés chimiques qui empêchent la croissance des plantes, ça aussi, c'est important. Mais où est-ce qu'on trouve cette information-là? Tu sais, quelle plante spécifique sécrète quelque chose qui ne marche pas? Dans mon livre. Bon, oui. Dans mon livre, je vais vous en reparler à la fin. Okay. Donc, par exemple, notamment tout ce qui est ail, oignons, toutes ces plantes-là vont sécréter du soufre. Hein? C'est pour ça que c'est soufré. Pour ça que l'ail, le soufre de l'ail, c'est pour les... comment ça s'appelle? Ceux qui bouffent le sang, là. Qui bouffent le sang? Oui, c'est... Qu'est-ce qui bouffe une sangsue? Non, pas les sangsues, les... Quoi? Bon, oublie ça. Puis donc, la concurrence aussi pour l'eau et les nutriments. Si vous avez deux plantes qui veulent beaucoup d'eau et de nutriments, ben, si vous mettez deux plantes qui demandent beaucoup d'eau et de nutriments à côté, vous allez avoir un problème là, à ce moment-là. Okay. Donc, ça peut être ça. OK. Alors, vampire, c'est ça que je cherchais. Vampire. Les vampires. Non, mais c'est ça, c'est le soufre. Le soufre... Contre les vampires. C'est pour ça qu'on utilisait l'ail contre les vampires, parce qu'il y avait du soufre. Et non les sangsues. Et non les sangsues. Bon. Pourquoi est-ce qu'on devrait se méfier des listes d'associations? Parce que ça fait des années qu'on publie ça, des listes d'associations. Un peu partout. Sur Internet, dans les livres. Oui. C'est parce qu'il y a deux stratégies dans l'association. Okay? Il y a ceux qui disent qu'il faut associer les plantes d'une même famille, et puis ceux qui disent qu'il faut éloigner des plantes d'une même famille. Oui. Et quand on vous donne une liste, on ne vous dit jamais c'est quelle stratégie d'association ça va être. OK? Et en plus de ça, il y a des gens qui vont mélanger les stratégies. OK? Ils vont prendre des bouts d'une liste, des bouts d'une autre liste. Ça vient un capharnaüm. Et du coup, les listes sont contradictoires. Vous lisez une liste, puis c'est le contraire de ce que l'autre dit, se fier là-dessus. Donc, c'est difficile de s'y retrouver puis d'obtenir des résultats probants. Moi, j'en ai... pour mon livre sur les associations, j'en ai étudié au moins une douzaine et il n'y a rien qui marche là. Il n'y a rien qui fonctionne, dépendant de comment est-ce qu'on va l'organiser. Fait que tu dis, toi, que tu choisis entre une association de plantes de la même famille ou pas. Oui, mais moi, j'utilise un autre système. J'utilise ma stratégie. Je commence par utiliser ma stratégie de rotation des cultures en associant les plantes qui, rappelons-nous de l'émission sur le sujet des rotations, des plantes qui sont de sol riche, de sol moyennement riche et de sol pauvre, et qui sont assoiffées, moyennement assoiffées et sobres.
Je commence déjà par faire ça. Puis après ça, à l'intérieur de ces catégories-là, c'est là que je joue avec mes associations. OK. Alors, c'est un beau concept. Une fois compris, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que ce sont uniquement les légumes qu'on peut associer ou on peut associer autre chose? Non, c'est légumes, fleurs comestibles et fines herbes. On va mettre tout ça ensemble parce que chacune a leur avantage. Et puis justement, tu parles de fines herbes. Est-ce que ça a un rôle à jouer dans le compagnonnage, mais vraiment? Oui, vraiment, parce que leur odeur, il y a beaucoup d'odeurs qui repoussent les insectes. Pardon, les insectes ravageurs. Ça crée ce qu'on appelle la confusion olfactive. OK? Les insectes sont attirés par des odeurs, des formes, et puis tout d'un coup, là, l'odeur n'est plus la même. Là. Ils vont chercher l'odeur du chou, puis tout d'un coup, ils tombent sur l'odeur de la sauge. Là, ils sont perdus. Là, ils vont s'en aller. Là, oui. Donc, on ne va pas les tuer, on ne va pas les détruire, mais ils vont s'en aller ailleurs. Ils vont sortir de là. Tu les dupes. Bon. On désoriente aussi le sens visuel de certains ravageurs. Hein. Ils vont pas se retrouver visuellement. On parlait tout à l'heure des choux. Ils attirent les insectes pollinisateurs et les insectes bénéfices quand on les laisse fleurir. C'est pas toutes les fines herbes, les fines herbes qu'on laisse fleurir. Donc, quand on les laisse fleurir... Mais parce qu'on veut les manger. On va les manger, c'est ça. Mais on peut laisser fleurir certaines parties de la plante, par contre. Alors, c'est ça. Alors, quand on vous dit, par exemple, que telle plante va attirer les insectes pollinisateurs puis les insectes bénéfiques, mais que vous la laissez jamais fleurir, ça marche pas. Donc, c'est quand cette plante-là, par exemple, la coriandre, c'est quand elle est en fleurs qu'elle est utile. Mais en feuillage, elle n'est pas très utile. Donc, il y a beaucoup de... C'est pour ça que les listes ne vous donnent pas cette finesse-là. C'est ça, et des distinctions. Oui. Puis dans certains cas, ça réduit la présence de maladies, mais pas dans tous les cas. C'est vraiment particulier. Là, les maladies, c'est plutôt rare. C'est surtout les insectes, les associations. Insectes ravageurs. Insectes ravageurs, d'accord. Alors, maintenant, comment tu associes les fines herbes? Ça, souvent, là, les gens vont faire une petite plate-bande de fines herbes, là, séparées. Et moi, ce que je préconise, c'est directement dans vos planches de culture avec les légumes. Si vous avez des plantes éphémères, c'est pas compliqué, vous les plantez en même temps que vos légumes. Par exemple, vous plantez vos tomates basilic, une très connue, là, c'est une association très connue. Oui, et éphémère. Au lieu de prendre vos tomates puis mettre vos basilics dans une autre plate-bande, tout simplement, ce que vous faites, vous entourez vos plants de tomates de basilic. OK? Du côté du soleil, parce que du côté de l'ombre, ça ne marche pas. OK? Du côté du soleil. Donc, directement, vous les protégez. Et s'ils sont permanentes... donc, des fines herbes vivaces. Vivaces, comme du thym, comme de la sauge. Oui. Ce que vous faites, tout simplement, quand vous faites vos rotations, vous les déplacez. Tu prends la motte. Prenez une bonne motte, vous les déplacez, puis vous les mettez à ce moment-là. Okay. Parce qu'on a déjà parlé, vous n'avez pas besoin d'avoir un potager bien rangé. Là. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur de ça sans que ce soit bien rangé. Ce n'est pas un problème. Le seul problème que je vois, moi, c'est qu'on les oublie. Quand ils ne sont pas ensemble, on les oublie. Il faut s'en souvenir. T'as juste à suivre la recette. Hein? Ah oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Association de plantes comestibles, est-ce que ça permet de remplacer totalement les biopesticides, Monsieur Bertrand? Non. Oh! Non, parce que... Mais par exemple, ça permet de faciliter la diminution de l'utilisation des biopesticides. Il reste qu'un biopesticide, c'est moins problématique qu'un pesticide, mais on essaie quand même d'en réduire l'utilisation. Donc, ce qui est important pour que ça fonctionne, il faut installer le plan de campagne au moment de la plantation. Si vous attendez trop longtemps,
ça ne marche pas. La protection, elle va se faire dès le départ. Si vous laissez parce que vous ne le voyez pas qu'il y a des insectes, il y a peut-être 1, 2, 3 insectes qui font des œufs, puis là, s'il est installé, c'est plus compliqué à ce qu'il s'en aille. Alors que si vous le mettez dès le départ, puis que vous n'avez pas d'insectes sur vos légumes que vous avez achetés, à ce moment-là, c'est plus efficace. Et puis, une fois que les dégâts sont apparus, ben, si vous mettez vos associations, ça ne marche pas. C'est trop tard, là. Parce que là, c'est vraiment une méthode de contrôle. On essaye de contrôler les choses de manière naturelle. Ce n'est pas vraiment une question de lutte. Donc, c'est question d'installation simultanée. Oui. Au départ. Oui. Au départ. Les associations de plantes comestibles, ça permet de réduire l'utilisation des biopesticides. Alors là, c'est une nuance, là. Ça ne permet pas de remplacer, mais ça permet de les réduire. Alors, je voulais avoir un oui en quelque part. C'est un oui. Donc, c'est pour ça que la controverse, elle est là. C'est parce que entre remplacer les biopesticides puis réduire les biopesticides, avoir un effet à 100%, puis avoir un effet à 60 ou 70%, c'est là que la controverse est. OK? Donc, le compagnonnage, c'est un des outils de la culture biologique. C'est pas le seul qu'on va utiliser. On va le mettre en combinaison avec le choix de bonnes plantes à la bonne place. Donc, je vous parlais tout à l'heure des plantes leurs besoins riches et ainsi de suite. Les bonnes rotations. Entre rotation et association, c'est toujours les rotations qui gagnent. La bonne distance de plantation, si vous avez des plantes trop tassées, ben l'air ne passera pas, puis là, les maladies vont augmenter. Donc, ça ne sera pas la faute au compagnonnage qui ne marche pas, ça sera la faute aux distances. L'utilisation de filets anti-insectes aussi, parce qu'il y a certains insectes, là, je pense au scarabée japonais. Le scarabée japonais, vous avez beau faire, là, vous allez en éloigner une coupe, mais il y en a tellement. Ils sont tellement voraces qu'il faut aussi utiliser le filet anti-insectes. Puis ça marche. Ça va vraiment bien. Ils apportent de bonnes quantités de matière fertilisante et d'eau, parce qu'une plante surfertilisée, c'est une plante plus sensible aux insectes et aux maladies, puis une plante qui a séché ou qui a trop d'eau, dans les deux sens. Et donc, c'est donc une bonne régie de culture bien faite. Le compagnonnage va apporter un plus et n'est pas une solution panacée universelle comme certains nous disent que ça ne marche pas parce que ça marche pas. Non, c'est parce que c'est un ensemble de facteurs qui jouent. Bon, ça veut dire que parce que tu fais du compagnonnage, tu ne peux pas t'asseoir dans ta chaise longue, te croiser les pattes puis regarder pousser ça sans rien faire. Voilà, alors, c'est sportif faire un potager. Hein, Bertrand? Ben, c'est sportif, oui. C'est une forme de sport. Ça coûte moins cher que d'aller dans un gym. Tout à fait. Et c'est plus payant. Moins risqué. Et moins risqué. Méthode de compagnonnage. Bon, regarde, en conclusion, est-ce que l'approche, c'est mensonger ou véritable? Alors, tout dépend de ce qu'on attend. OK? C'est toujours la question, là. Si ton objectif est d'éradiquer totalement les insectes ravageurs et les maladies, ben oui, c'est une pratique mensongère. Mais personne n'a dit ça. OK? C'est ceux qui disent que c'est mensonger qui disent que c'est ça. OK? Et si c'est d'établir un équilibre naturel au jardin, oui, c'est une pratique qui est efficace. OK? Donc, c'est ça que je disais. Donc, les adeptes du compagnonnage, ils n'ont jamais dit que c'était une solution de remplacement des pesticides. Ils ont toujours affirmé que, contrairement à ce que disent les détracteurs, ils ont toujours affirmé que c'était plutôt un des outils qu'on avait pour le faire. Ouais. Donc, puis, avec les fameux filets, je veux dire, c'est quand même pas pire. C'est ça. On n'a pas beaucoup de pesticides au potager? Non, pas beaucoup. Alors, comment on identifie les bonnes associations de légumes? Alors là, je ne vais pas vous donner toute la liste parce que ce serait long. Je vous invite à consulter mon livre « Potager productif », associer vos légumes facilement. Et là, vous avez toutes les associations. Alors, vous allez non seulement trouver les associations de légumes, de fines herbes, de fleurs comestibles et aussi de fruitiers, qui est très rare, là, qu'on trouve assez rarement. Oui. Là. Comme information. Il y en a moins, c'est moins évident. Là. Mais donc, j'ai mis au point un système. Et là, je vous parle non seulement des associations, mais des rotations. Donc, tout l'ensemble, mon système rotation, association est dans ce livre-là que vous trouvez bien sûr dans les meilleures librairies du Québec. Et c'est une base qui est très, très, très intéressante et solide. Et voilà. Quand tu la comprends, quand tu comprends tout ça. Oui, j'ai juste mis un an à l'écrire, me casser la tête pendant un an pour essayer de trouver une solution. Avec des recherches et la loupe et tout ce que tu voudras. Oui, la loupe. Oui. Ben voilà, ça complète notre sujet pour aujourd'hui. Alors, on vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller à la page radiolégumes.com. Vous cliquez sur « Subscribe » et comme ça, parce qu'il y a des textes aussi parfois sur le site. Oui, il y a des textes. Alors, il y a de l'information nouvelle, puis vous êtes au courant.
Et puis il y a la banque de balado, là, qu'on peut écouter quand ça nous tente. 24 heures n'est-ce sur pas? 24, 7 jours sur 7, Ah. 365 jours par année. Alors, il me reste à remercier Actisol, de même que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, à vous autres de nous suivre et à Bertrand Dumont de dispenser des informations pertinentes. Merci. Bye tout Bye le tout monde. le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.